Dans cette vidéo, nous allons voir comment être intégralement autonome en eau. Alors dans l'ordre, on verra pourquoi être autonome en eau, ensuite on identifiera les gros consommateurs d'eau, on réduira significativement notre consommation en eau, on établira nos besoins journaliers en eau, on verra où et comment la récolter, comment la transporter efficacement, comment la rendre potable, comment la stocker convenablement, et enfin on verra les stocks en plus à posséder pour conforter son autonomie en eau. Leur monde est fou, leur monde est faux, leur monde s'effondre et détruit tout. Alors, tous ensemble, barrons-nous! Pourquoi être autonome en eau? L'or bleu, ce miracle, ce don de Dame Nature. Sans eau, point d'existence. En temps normal, dans nos pays occidentaux, elle jaillit potable du robinet et se trouve un peu partout disponible en pack de 6. Donc, pas de problème, me direz-vous. Eh bah... non, c'est faux. Il faut savoir que l'eau courante moderne est souvent de très mauvaise qualité. La qualité se détériore à cause de la pollution, de la contamination des eaux usées des villes qui s'étendent, de l'industrie et de l'agriculture moderne intensive. Le fait que l'eau soit recyclée engendre une perte de toutes ses propriétés. Elle ne remplit donc plus son rôle dans l'organisme, alors qu'au contraire, une eau de pluie, d'un puits ou d'une source sûre qui est filtrée convenablement par vos soins est bien meilleure pour votre organisme. Et encore, dans certains cas, il n'y a même pas besoin de la filtrer. De plus, les coûts liés à l'eau sont de plus en plus prohibitifs. Il faut pomper toujours plus profond et aller chercher l'eau toujours plus loin. L'eau potable risque donc de devenir une denrée de plus en plus rare, notamment en raison de l'augmentation de la population ainsi que de nos modes de consommation actuels. On peut aussi se poser la question suivante. Qu'adviendra-t-il de nos réseaux d'eau complexes en cas de problème majeur, crise économique, environnementale, politique, etc. Serions-nous obligés de renouer avec nos bons vieux puits d'antan, entre autres, ne serait-ce que provisoirement? Par ailleurs, il faut quand même être conscient que dans le monde, environ 1 milliard d'êtres humains manquent d'eau potable et que 3 milliards n'ont pas accès à l'eau courante ni à l'évacuation des eaux usées. À travers le monde, plus de 22 000 personnes meurent chaque jour d'une consommation d'eau insalubre. Identification et réduction de votre consommation en eau. Alors, on va faire un petit jeu. Parmi les éléments que vous avez actuellement à l'écran, lequel d'entre eux est selon vous le plus gros consommateur en eau? Alors, le premier consommateur, le numéro 1, the number one, is ce satané bain ou douche. Cela représente en moyenne 39% de la consommation totale d'eau. Alors, petit conseil pour consommer moins, préférez une bonne douche plutôt qu'un bain. Vous économiserez plus de 100 litres à chaque fois et fermez l'eau durant votre savonnage, vous gagnerez encore 20 litres en plus. Alors, vous pouvez également récupérer l'eau froide de la douche que vous aurez avant qu'elle ait chauffé pour l'arrosage du jardin ou le lavage du linge par exemple. Ainsi, vous ne la perdrez pas. Alors le numéro 2, ce sont les sanitaires avec 20% de la consommation totale d'eau. Alors plutôt qu'avoir des toilettes entre guillemets normales à chasse d'eau qui sont donc extrêmement dépensières en eau, optez plutôt pour des latrines ou des toilettes sèches. On verra ça plus en détail dans une vidéo sur l'hygiène et la santé. Pour les plus récalcitrants qui veulent quand même utiliser des toilettes à chasse d'eau, optez alors pour des toilettes économiques à double vitesse. Et surtout, n'utilisez absolument jamais, au grand jamais, d'eau potable pour vos WC. Récupérez plutôt l'eau de votre douche, de votre lavabo, de la pluie, etc. Alors le numéro 3, c'est le linge avec 12%. Lavez le linge à la main en utilisant la technique montrée dans ma vidéo précédente, vivre sans électricité, gaz, fuel, etc. Attention aussi à ne pas gaspiller d'eau. Le numéro 4, c'est la vaisselle avec 10%. Quand vous lavez la vaisselle à la main, ne laissez pas couler l'eau. Remplissez plutôt 2 bacs, un pour le lavage, un pour le rinçage, et évitez ainsi de gaspiller énormément d'eau. Alors le numéro 5, c'est la voiture et le jardin, avec 6%. Mettez du paillage sur vos zones de culture afin de retenir l'humidité. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo sur la permaculture. Préférez l'arrosoir au tuyau pour limiter le phénomène de ruissellement et ainsi utiliser moins d'eau pour le même résultat. Associé au paillage, cette astuce permet d'économiser une grande quantité d'eau. Arrosez le soir afin d'éviter l'évaporation trop rapide due au soleil. Arrosez avec l'eau de la pluie ou avec celle de votre puits. En 6e position, on retrouve la cuisine avec 6% également. Lavez vos légumes au-dessus d'une bassine afin de réutiliser l'eau pour arroser vos plantes par exemple.
En 7e position, divers, 6% également. Ne laissez pas l'eau couler pendant le rasage, le lavage des mains ou des dents. Équipez vos robinets de réducteurs des débits et de mousseurs. Ils permettent de réduire significativement le débit d'eau jusqu'à 2 litres par minute. En 8e et dernière position avec 1%, c'est la boisson. Il faut environ 1,5 litre d'eau potable par jour et par personne. La boisson est donc la dernière de la liste en termes de quantité, mais c'est la plus importante et de loin en termes d'indispensabilité à la vie. La priorité devra donc être mise sur ça avant tout. Maintenant que votre consommation d'eau est significativement réduite, définissez vos besoins en eau. Entre la douche, le linge, la vaisselle, la cuisson et surtout la boisson, on peut compter environ 100 litres d'eau potable par jour et par personne. Sachant que, comme on vient de le voir, cela peut être diminué fortement, notamment en faisant des douches peu consommatrices en eau. Où trouver l'eau ? Maintenant qu'on a bien défini nos besoins en eau, il va falloir la trouver. Précaution générale. Il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de polluants, pesticides, etc. en amont du point d'eau que vous convoitez. Ces polluants peuvent être dus à des décharges, des usines polluantes, de l'agriculture intensive, etc. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de cadavre animal en décomposition à proximité de votre point d'eau. De manière générale, et même si vous êtes extrêmement joueur, évitez l'eau stagnante, d'une mare par exemple, ou les cours d'eau pollués, la Seine en plein Paris par exemple. Il va bien évidemment de soi que le but est de trouver l'eau la plus saine possible de base, même si on sait qu'on va la filtrer par la suite. Si elle nécessite d'être filtrée, bien sûr. Avertissement. Ne buvez jamais, au grand jamais, une eau si vous avez la moindre doute sur sa potabilité. De nombreuses maladies plus ou moins graves peuvent s'y nicher. On verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Mais où se cache donc cette fameuse eau ? Il y a l'eau de source. Les avantages, c'est un véritable trésor gratuit de mère nature. Les sources d'eau douce sont très souvent potables. La qualité de cette eau est meilleure que celle des villes qui est souvent chlorée ou fluorée. Alors les inconvénients, malgré qu'une eau de source soit généralement de très bonne qualité, s'il n'est pas formellement identifié qu'elle est potable, vous devrez alors la faire analyser auprès d'un laboratoire d'analyse pour vérifier sa composition chimique et bactérienne. Vous trouverez ça facilement sur internet. Si elle n'est pas potable, il faut bien évidemment la filtrer. Par ailleurs, si une source se trouve à proximité de chez vous, l'idéal c'est de canaliser cette eau dans des conduits par simple gravité pour alimenter votre maison et jardin. En revanche, si la source est éloignée de chez vous, vous devrez vous ravitailler directement sur place avec un récipient. Il est également important de s'assurer que la source coule toute l'année. En hiver, risque de gel, en été, risque de tarissement. Il y a aussi l'eau de pluie. Alors les avantages, elle est gratuite en grande quantité, 10 à 25 000 litres d'eau par an selon votre région et la surface de vos toitures. Elle est de très bonne qualité et facile à recueillir. Toit plus gouttière plus bidon, cuve ou citerne, et ça fera l'affaire. Voir le croquis à l'image. Vous pouvez aussi la récupérer avec une bâche. Vous pouvez utiliser cette eau pour laver vos vêtements, vos WC, arroser le jardin, etc. Vous pouvez même l'utiliser pour vous laver si elle n'est pas trop dégueulasse. Les inconvénients. Alors pour être utilisée pour boire ou cuisiner, il faut bien sûr vérifier sa potabilité. Si elle n'est pas potable, il faut bien évidemment la filtrer. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin dans la vidéo. À noter qu'après une longue période de sécheresse, le toit est un peu sale. Il faut donc débrancher au moins 12 heures la gouttière avant de la reconnecter à la citerne. Attention aussi à n'utiliser que des récipients propres pour la recueillir. À noter aussi que la citerne doit être enterrée pour préserver la fraîcheur et la qualité de l'eau. Il y a aussi l'eau de puits. Les avantages. L'eau y est généralement de très bonne qualité. Elle reste fraîche, même pendant les fortes chaleurs. Elle renferme des sels minéraux indispensables à l'organisme humain, animal ou végétal. Si le puits est peu rempli et proche de votre maison, vous pouvez l'alimenter avec votre gouttière. Les inconvénients. Déjà, faut avoir un puits. Puis, il faut aussi s'assurer que l'eau soit potable auprès d'un laboratoire d'analyse. Et comme d'habitude, si elle ne l'est pas, il faut la filtrer. Si le puits n'a pas été utilisé depuis longtemps, videz-le et nettoyez-le en profondeur, badigeonnez le fond et les parois avec une boue d'argile. De plus, un puits nécessite aussi une pompe pour extraire l'eau. On privilégiera une pompe manuelle, mais on peut aussi envisager une pompe à source d'énergie photovoltaïque ou éolienne alimentant un château d'eau ou une citerne de laquelle l'eau sera ensuite amenée par la force de la gravité dans la maison ou dans les cultures. Pour éviter que la citerne ne se remplisse trop, un régulateur de niveau est bienvenu. Il y a aussi les cours d'eau et les plans d'eau.
Alors les avantages, il existe beaucoup de cours d'eau, ruisseaux, rivières, fleuves, etc. Ils sont généralement en bas des vallées. Il existe également de nombreux plans d'eau, lacs, étangs, etc. Les inconvénients, il est primordial de toujours bien filtrer l'eau d'un cours ou d'un plan d'eau pour la rendre propre à la consommation. Par ailleurs, si le point d'eau est à proximité de chez vous, vous pouvez utiliser une pompe ou bien créer des petits canaux entre le point d'eau et votre habitation pour ramener l'eau chez vous. Bien sûr, il faut y être autorisé. Sinon, vous devrez vous ravitailler directement sur place avec un récipient et transporter l'eau jusqu'à chez vous. Il y a aussi les mers et les océans. Alors les avantages. L'eau de mer, ça peut se trouver, et même en très grand volume, surtout si vous habitez près de la mer. Les inconvénients, le problème c'est qu'il faut la dessaler, et cela nécessite un matériel relativement complexe et onéreux. Et en plus, il faut habiter près de la mer, bien sûr. Alors, afin de clore ce chapitre en beauté, sachez qu'il existe de nombreux points d'eau, fontaines par exemple, un peu partout en France. Il y a les points d'eau modernes, sources, fontaines, etc., qui sont reliés au réseau d'eau moderne. Ils sont en grande majorité potables. Généralement, vous trouverez un de ces points d'eau vers la place du village ou de la ville, à proximité d'un complexe sportif, dans un parc ou dans un cimetière. Et puis, il y a également les points d'eau anciens, fontaines en fonte, lavoirs, puits, etc., qui proviennent de sources naturelles et qui ont l'avantage de ne pas être reliés au réseau d'eau moderne et donc d'être autonomes. Ça offre une alternative en cas de pépin quelconque des réseaux d'eau actuels. Cependant, il est nécessaire de faire vérifier la potabilité de cette eau auprès d'un laboratoire d'analyse. Attention, l'eau peut être potable à un instant T, mais peut devenir non potable plus tard, notamment si les rivières débordent et entraînent avec elles de la boue, ou s'il y a des cadavres d'animaux par exemple. Vous pouvez vous renseigner sur les points d'eau modernes de votre région, soit en consultant certains sites internet, par exemple eaucyclisme.com, Drinking Water Directory FR et bien d'autres sites. Je vais mettre les liens dans la description. Soit en consultant les cartes géographiques IGN de randonnée des environs de chez vous. Elles existent sur internet, mais le mieux c'est de les avoir en papier. Soit en consultant les bons conseils des anciens de votre coin. Vous pourrez trouver des renseignements sur les points d'eau anciens de votre région, soit en cherchant dans les archives de votre ville ou de votre village, soit encore une fois en allant discuter avec les braves petits vieux de votre coin. Petit conseil pour conclure ce chapitre. Notez sur une carte tous les points d'eau situés à proximité de chez vous et qui vous intéressent. Pour chacun de ces points, notez des informations sur son accessibilité, sur sa quantité et sa qualité d'eau, sur les cycles pour les mares et les ruisseaux, etc., etc. Transportez l'eau. Maintenant qu'on sait où trouver notre chère eau, il va falloir la faire transiter. Pour faire transiter l'eau d'un point A, endroit du recueil, à un point B, endroit du stockage, il faut bien sûr quelque chose pour la transporter. On peut donc utiliser des jerrycans alimentaires de taille moyenne, 5, 10, 20 et 30 litres. Il en existe des plats, des compressibles, des souples ou des cubiques. Ces jerrycans doivent pouvoir vous permettre de transporter un volume d'eau conséquent sans que ce ne soit trop lourd pour autant. Sachant que 1 litre égale 1 kg, faites les calculs de ce qui vous semble juste. Le but, ce n'est pas d'avoir le dos à Quasimodo à 45 piges. Pour porter plusieurs jerrycans à la fois, vous pouvez les mettre sur un chariot de transport. Attention encore une fois à ce que ça ne soit pas trop lourd pour vous. Vous pouvez aussi transporter l'eau avec une petite citerne qui pourra être tractée par un petit tracteur. Le problème, c'est que dans ce cas, vous dépendrez du pétrole. Sinon, ça peut être tracté par des chevaux ou encore par des bons copains à vous que vous aurez probablement soudoyé avec une bonne bière par exemple. Ou sinon, il existe le Hippo Water Roller. C'est un bidon à faire rouler et qui permet donc d'économiser pas mal d'efforts. Cependant, j'ai quand même quelques doutes sur sa longévité. À voir. Deuxièmement, pour partir dans une escapade quelconque, il faut bien sûr avoir toujours de quoi se ravitailler. Par contre, il ne faut pas que ce soit trop lourd. Vous pouvez donc avoir des bouteilles en plastique PET. Le problème quand même, c'est que c'est pas très écologique. Et pour préserver l'eau, les bouteilles en verre sont quand même bien meilleures. Mais bien sûr, elles se cassent plus facilement. Vous pouvez avoir aussi des bonnes petites gourdes. Une gourde est plus résistante qu'une bouteille d'eau, notamment en cas de chute. Elle est également plus hermétique aux éléments extérieurs, poussière, sable, etc. Une gourde isotherme permet de conserver le liquide au chaud ou au froid pendant plusieurs heures. Un modèle de gourde intéressant est la gourde souple. Extrêmement légère et repliable quand elle est dépourvue d'eau, elle peut contenir de 1 à 10 litres en fonction du modèle. Ou sinon, vous pouvez avoir aussi un sac à dos incluant un réservoir d'hydratation. Alors c'est une solution très prisée des militaires professionnels, des randonneurs ou encore des survivalistes sérieux qui possèdent du matériel de qualité. Rendre l'eau potable.
Maintenant que vous savez récolter et transporter votre eau, il faut savoir la rendre potable. Mais avant de voir le traitement de l'eau, voici quelques-unes des contaminations possibles liées à une consommation d'eau non potable, ainsi que leurs conséquences. Il y a les virus qui peuvent provoquer une hépatite infectieuse, il y a les parasites qui sont à l'origine de fièvre et de diarrhée entraînant des complications si elles ne sont pas rapidement traitées, il y a les vers parasites qui causent la bilharziose et dont les symptômes sont des anémies, des éruptions cutanées, des douleurs abdominales ou encore de la fatigue chronique. Il y a des bactéries qui peuvent provoquer des maladies comme la fièvre, le choléra, la typhoïde ou encore la dysenterie. Il y a les algues ou autres organismes en suspension qui peuvent provoquer des intoxications. Il y a aussi les pollutions chimiques, métaux lourds, hydrocarbures, insecticides, etc. qui ont des effets nocifs, neurotoxicité, intoxication, cancérogénicité, etc. Surtout en cas de consommation prolongée. Il est à savoir également que 80% des maladies infectieuses, donc causées par la transmission d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon ou d'un parasite, se transmettent par l'eau. Donc, on ne rigole pas avec la potabilité de l'eau. Alors, pour rendre potable l'eau et ainsi éviter toutes ces joyeusetés qu'on vient d'évoquer, il y a Jésus-Christ. Et si il a déjà trop de boulot comme ça, vous pouvez toujours essayer ces 3 grandes étapes. Le préfiltrage, la purification, puis le filtrage. Le préfiltrage. Donc l'objectif, c'est de retirer les grosses particules organiques et solides, cailloux, terre, insectes, etc. La première solution, passer l'eau à travers une passoire à mailles fines doublée d'un tissu de préférence en coton. Ça peut être une mousseline, un t-shirt, une gaze, une serviette, un linge à vaisselle, une chemise, etc. Ce tissu doit être suffisamment épais pour bien retenir les impuretés. Il doit être lavé avant chaque utilisation. Il est judicieux d'en avoir un certain nombre en stock. Deuxième solution, vous pouvez créer votre propre préfiltre naturel en faisant passer l'eau par une écorce de bouleau, des racines, des noix ou de l'herbe. Troisième solution, laisser se déposer pendant 1 à 2 heures les larges particules au fond d'un récipient. Ensuite, écumer les petites particules qui flotteront à la surface de l'eau, puis, pour enlever les sédiments les plus lourds, versez doucement l'eau dans un récipient propre. Arrêtez de verser quand vous approcherez du fond pour garder les grosses particules dans le premier récipient. Alors maintenant, la purification. L'objectif, c'est de désinfecter l'eau, donc de tuer les bactéries, les virus, les parasites, etc. Première solution, les pastilles de purification, Micropure par exemple. Elles sont fabriquées avec du dioxyde de chlore ou de l'iode. Une pastille permet de traiter généralement 1 litre d'eau et met entre 30 minutes et 4 heures pour agir. Les pastilles de purification ne permettent pas de traiter l'eau contaminée par des protozoaires ou autres produits chimiques. Attenzione! Les pastilles à l'iode ne conviennent généralement pas aux femmes enceintes et aux personnes allergiques aux fruits de mer. Il est conseillé d'en avoir un certain nombre, ça se conserve environ 2 ans. Deuxième solution, l'eau de Javel. Attention, vous ne devez en verser qu'une petite quantité pour éviter l'empoisonnement. Si le pourcentage de chlore dans votre Javel est d'1%, alors 10 gouttes de Javel par litre suffisent. Si il est de 4 à 6%, alors 2 gouttes de Javel par litre d'eau. Si il est de 7 à 10%, alors une seule goutte de Javel par litre d'eau suffit. Alors doublez la dose de Javel pour les eaux extrêmement douteuses, troubles ou très froides. L'eau doit être froide ou à température ambiante avant d'y ajouter la Javel. Donc ajoutez la Javel, remuez le mélange, laissez reposer une demi-heure, l'eau devra alors avoir une faible odeur de Javel. Si l'odeur de Javel est trop forte, rajoutez de l'eau. Si c'est l'inverse, rajoutez la Javel. L'eau de Javel perd de sa puissance après 6 mois de conservation. Faites donc la rotation de vos stocks. Troisième solution, faites bouillir l'eau. C'est le meilleur moyen de détruire les bactéries, les virus et les parasites. Alors remplissez une casserole d'eau et chauffez-la à feu moyen ou sur un feu normal, un feu de bois. Portez l'eau à ébullition entre 65 et 90 degrés et laissez bouillir environ 10 minutes. La purification de l'eau se produit généralement après 3 ou 5 minutes, mais à des altitudes particulièrement élevées, vous devrez la faire bouillir plus longtemps. Alors attention encore une fois, l'ébullition à elle seule n'élimine pas les métaux lourds et les contaminants chimiques. Alors quatrième solution, la désinfection solaire. Remplissez une bouteille lisse et transparente, vissez le bouchon et exposez la bouteille posée à plat aux rayons du soleil pendant 6 heures. Le plastique permet de garder la chaleur du soleil dans la bouteille et les rayons ultraviolets pasteurisent l'eau. Cinquième solution, l'argent colloïdal. Quand il est préparé en bouteille, il faut 1 à 4 cuillères à café d'argent colloïdal pour 1 litre d'eau. Quand il est sous forme de granulé ou de poudre, il est à diluer dans l'eau à raison d'1 cuillère à café par litre. Une solution, ça peut être d'utiliser un pot en argile. L'argile et la céramique sont des matières poreuses qui laissent passer l'eau, mais qui retiennent les bactéries, les protozoaires et
les sédiments. Puisqu'ils retiennent ces contaminants, les pots en argile peuvent être utilisés pour purifier l'eau, surtout celle contaminée par le colibacille. Pour purifier l'eau avec un pot d'argile, c'est un jeu d'enfant. Placez un pot en argile sur une cruche ou un seau de la même taille, remplissez le pot d'argile, laissez l'eau imprégner le pot et couler à travers l'argile pour remplir la cruche en dessous. Alors maintenant, le filtrage. L'objectif, c'est d'éliminer les polluants nocifs, métaux lourds, etc. Première solution, utilisez un filtre à eau en céramique ou charbon actif. C'est le moyen le plus simple et le plus efficace de filtrer les sédiments, agents pathogènes, pesticides, herbicides, métaux et autres polluants de l'eau. Il contient des métaux spéciaux comme du charbon, du carbone, de la céramique, du sable et du tissu conçu pour filtrer les polluants nocifs. Il existe différents types de filtres à eau. Il y a les filtres à eau de comptoir que vous remplissez manuellement, de type Big Bear Cay. Je vous conseille ce type de filtre car ils sont très simples d'utilisation, ne consomment pas d'énergie, la seule force nécessaire c'est la gravitation et ils permettent de traiter facilement des volumes d'eau conséquents. Pour les plus bricolos d'entre vous, vous pourrez même en réaliser un par vous-même qui vous reviendra moins cher, pour 70 € environ. Il y a également les filtres portatifs, les filtres à pompe, les filtres bouteilles et les pailles filtrantes. Alors ils sont pratiques mais le volume d'eau traitée est assez faible. Il y a également les filtres maison qui filtrent la totalité de l'eau qui arrive chez vous. C'est une solution envisageable mais qui est déjà plus complexe à mettre en œuvre. Il y a aussi les filtres au point d'utilisation qui sont installés directement sur des robinets spécifiques. Ça peut être efficace mais ça me paraît être une solution d'appoint. À voir. Alors je pense qu'il faut au moins prévoir 2 filtres de rechange. Une deuxième solution, filtrer les métaux lourds avec de la coriandre. Pour ça, rien de plus simple. Remplissez un pichet et versez-y une poignée de feuilles de coriandre. Ensuite, remuez et laissez reposer au moins 1 heure. Enfin, jetez la coriandre avant de boire l'eau. Petite précision, même s'il est prouvé que la coriandre permet de filtrer le plomb et le nickel dans l'eau, son efficacité sur d'autres métaux lourds comme l'arsenic et le mercure n'a pas encore été prouvée. Donc, vigilance. Alors pour conclure ce chapitre, n'hésitez pas à faire analyser votre eau auprès d'un laboratoire d'analyse, vous en trouverez facilement sur internet, afin de vous assurer de sa potabilité. Ne buvez jamais une eau dont vous n'êtes pas sûr à 100% de sa potabilité. Stocker l'eau. Alors maintenant que vous savez comment purifier votre eau, il faut pouvoir la stocker convenablement pour qu'elle garde ses propriétés. Pour ça, il vous faut un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Pour stocker, vous pouvez utiliser des jerrycans alimentaires de moyenne et grande capacité, 20 litres et plus, des tonneaux et bidons de grande capacité, notamment pour l'eau de pluie, par exemple avec un bidon de 200 litres. Vous pouvez aussi stocker l'eau dans un puits, mais aussi dans une cuve à eau ou une citerne de grande capacité, entre 500 et 25 000 litres. Pour des raisons pratiques, ça ne sert à rien d'avoir une trop grande capacité de stockage non plus. Choisissez au mieux en fonction de vos besoins. Pour une famille de 5 personnes, 5000 litres c'est déjà très bien. Le mieux étant qu'elle soit enterrée pour préserver la fraîcheur de l'eau. Je vous conseille une cuve en béton plutôt qu'en plastique, notamment si vous stockez l'eau de la pluie, car le béton lui permettra de retrouver un pH neutre. Petite précision, ne mélangez pas vos récipients qui accueillent de l'eau non potable avec les récipients qui contiennent de l'eau potable. Et pour finir, quelques stocks en plus. Vous connaissez vos besoins en eau, savez où en trouver, comment la transporter, comment la rendre potable et comment la stocker. C'est super, Michel. Mais il est également important d'avoir quelques petits stocks en plus. On peut estimer que 500 litres d'eau en bouteille pour une famille de 5 personnes, c'est déjà pas mal. Il faut aussi effectuer une rotation des stocks, c'est ce qu'on appelle le FIFO. Il s'agit de boire votre eau la plus ancienne quand vous en rajoutez une nouvelle à votre stock, de manière à renouveler votre stock et ne pas le laisser périmer. L'eau minérale nécessite une rotation annuelle. L'eau du robinet traitée à la javel également. L'eau du robinet non traitée à la javel nécessite une rotation tous les 6 mois. Pour éviter la propagation d'une éventuelle contamination à l'ensemble de votre stock, ne stockez pas tout au même endroit. Pour terminer en beauté notre quête d'autonomie, voici une liste en vrac de quelques éléments à stocker en plus de ceux que l'on vient de voir tout au long de cette petite vidéo. Entonnoir, outils de plomberie, pinces multiprises, etc. Cordage divers, ficelles, cordes, etc. Casserole de plus de 2 litres. Thermomètre WAPI, c'est un indicateur de pasteurisation. Tuyaux de différentes longueurs, diamètre et souplesse. Ruban adhésif. Boîte à outils de bricolage classique. Tournevis, marteau, clés, vis, clous, etc. Sable fin, charbon actif, argile, etc.